Bonsoir. À 5 mois de l'élection présidentielle, les choses changent à Elekam. L'organe en charge de l'organisation et de la supervision des élections au Cameroun a, depuis mardi dernier, changé de directeur général des élections. Éric Essoussé a pris la place d'Abdoulaye Babalé, accusé par le Conseil électoral d'avoir commis une faute lourde dans l'exercice de ses fonctions. Autant ça bouge à Elections Cameroun, autant on sent que le landerneau politique s'est lui aussi mis en mode élection présidentielle. On le voit dans les partis politiques, certains ont déjà désigné leurs candidats alors qu'au sein du parti majoritaire, le RDPC, les appels du pied des militants sont désormais quotidiens qui invitent Paul Biya à rempiler pour un autre septennat. Et au-delà du RDPC, les chefs traditionnels, eux aussi, sont rentrés dans la danse. Ce soir, décryptage de tout ce remue-ménage politique avec notre invité, lui-même soutien déclaré de la candidature du président Paul Biya, Célestin Bédzigui. Bonsoir. Bonsoir mon cher Ibrahim Chérif. Est-ce que vous avez été surpris par le changement de directeur général en charge des élections à Elections Cameroun? Oui, je vous avouerai tout de même que je ne m'y attendais pas. Parce que M. Babalé, jusque-là, a traîné une réputation d'expertise avérée. Et que cela soit arrivé de cette manière a surpris. Je ne pense pas que je sois le seul à être surpris, d'autant plus que c'est la première fois qu'on voit un conseil électoral, c'est équivalent à un conseil d'administration, désavouer ainsi un dirigeant. Il faut se demander d'où est venue cette énergie pour le faire. Bon, maintenant, il y a en place quelqu'un dont la technicité, ou tout au moins la connaissance du processus électoral, ne peut pas être mise en doute, sauf que pour certains observateurs ou certains qui ont une certaine mémoire, on se souvient tout de même qu'on l'a vu à l'œuvre, on l'a vu officier au MINAT, il a été sous-directeur des affaires politiques pendant quelques temps. Des libertés publiques. Non, sous-directeur des libertés publiques, il était chargé de la censure, il a fait, moi je me souviens à l'époque... C'est tout ce qu'on retient de M. Essoussé? Non, non, parce que je me souviens à l'époque, j'avais mon filleul, je peux le dire, Pius Ndiawe, avec qui il avait un problème chaque semaine, parce que c'était lui qui était chargé de visiter charger la censure, et je peux vous dire qu'il le faisait de manière plutôt zélée. Il y a cet aspect, il y a aussi le deuxième aspect quand même, qui peut en troubler plus un, dont je dis toute technicité lui étant reconnue. Il y a aussi le fait que Eric est tout de même le vice-président d'une sous-section du RDPC. Et or, à cette fonction, tout le monde serait à l'aise de voir officier une personne qui n'a pas d'attache politique. Oui, mais en général, quand on entre à Elekam, on démissionne du parti. Bon, maintenant, pensons qu'il l'aura fait. J'insiste sur le fait que c'est un grand technicien, c'est un esprit bien formé. Nous espérions tout simplement qu'il n'y aura pas, que son appartenance politique ne va pas déteindre sur ses performances. Alors, les conflits, on va dire fréquents, entre la direction générale des élections et le conseil électoral, du point de vue de l'homme politique que vous êtes, vous percevez ces conflits-là comment? C'est simplement des questions liées, on va dire, à la gestion du quotidien, ou alors il y a des problèmes de fond? Je pense qu'il y aurait un problème dans le choix même de ceux qui sont retenus pour faire partie de ces deux instances. Et que la politisation n'est pas très éloignée comme étant l'une des causes de ces conflits permanents. Il est entendu que pour écarter ou pour éliminer quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas, l'accusation d'une allégeance politique positive ou bien alors d'une manœuvre ou de pratique de manœuvre politique négative est la chose la plus facile. Parce que je ne crois pas que la simple gestion courante ait pu être au-dessus des capacités de M. Babalé. On constate malheureusement qu'il y a eu comme une espèce d'unanimité du Conseil électoral pour demander son départ. Et c'est tout à fait regrettable. Et je reviens dessus, même peut-être je ne l'ai pas évoqué de manière explicite tout à l'heure, il faudrait que cet organisme revête de manière tout à fait insoupçonnable sa neutralité politique à travers le profil indépendant des personnes qui devraient le composer. Avec Elekam, depuis, on va dire,
2006, date de la création, et puis après, on a quand même cheminé pendant quelques années. La présidentielle 2011, c'est l'ECAM, et puis la suite. Est-ce qu'on a avancé? Oui, on a dans avancé. notre processus On a électoral? avancé, on a avancé, parce qu'on vient de loin. On vient de loin parce qu'à l'époque, tout était entre les mains des sous-préfets. Et je ne peux pas vous dire, tout le monde le sait, je ne peux pas vous dire tout ce que ces gens organisaient comme mal donne. On a vraiment avancé. Le fait que l'on ait dessaisi l'administration territoriale de la gestion des élections est un pas significatif. Et même au niveau du processus des inscriptions, le fait qu'il y ait une plus grande possibilité offerte à tout un chacun de s'inscrire est un progrès significatif. Nous sommes à plus que 6 millions désormais. Oui, nous sommes plus qu'à 6 millions, mais disons qu'il manque encore au compteur, de mon point de vue, à peu près la moitié. Nous devrions avoir aujourd'hui 9 millions d'électeurs au Cameroun, parce que nous sommes à peu près 20 millions d'habitants, sur lesquels on doit pouvoir dénombrer à peu près 10 millions d'adultes, tout au moins de personnes ayant plus de 10 ans. À l'âge de voter. À l'âge de voter. Donc nous sommes encore en dessous du seuil qui serait le seuil optimal. Mais il faut dire que ce qui s'est passé au cours des dernières années est illustratif d'un progrès, et je crois que le mérite en revient à ceux-là qui en donnent les orientations. Célestin Bédzigui, président national du PAL, le parti de l'Alliance libérale. Vous êtes également chef traditionnel dans la Lequier, on devrait dire Majesté, Célestin Bédzigui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est un titre que je préfère par rapport à tous les autres titres, parce que lui, on me l'enlèvera pas de main. Et non seulement c'est à vie, mais c'est tout de même 30 ans. Hein. 30 ans, je suis chef traditionnel depuis 30 ans, et je ne m'en suis pas toujours prévalu. Même quand vous étiez aux États-Unis, ah oui, absolument. Vous continuez à régner sur parce le que peuple. La loi de 1977 fixant le régime de la chefferie traditionnelle autorise les chefs à avoir des représentants. J'ai été aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Donc il y a eu une régence. Ah, il y a eu une régence qui était assurée. Et d'ailleurs, je peux vous dire que presque quotidiennement, j'étais dans ma chefferie parce que je parlais avec mon grand frère tous les jours. Et puis vous êtes désormais, donc, je le disais tout à l'heure, soutien du chef de l'État pour la prochaine élection présidentielle. Restez donc avec nous et tout au long de cette émission. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. Du mouvement à Elecam, nouveau directeur général et un directeur général adjoint chargé des élections, nommé cette semaine par le chef de l'État. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Quand les chefs traditionnels s'invitent dans le débat politique entre soutien au président et prise de position sur les grandes questions de l'heure, il faut désormais compter avec l'opinion des gardiens de la tradition. Nous en parlerons également tout à l'heure. Et puis, Issa Chiroma, explication sur les terroristes tués à Santal, nouvel aéronef de Camerco et Kalkaba blanchi par le tribunal arbitral du sport, entre autres sujets que nous diffuserons dans la mouture de l'actualité qui vous sera proposée tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à l'actualité hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, Célestin Bédzigui, président national du PAL, le parti de l'Alliance libérale, soutien au président Paul Biya. Absolument, absolument. C'est un soutien tout à fait justifié au regard des propositions ou alors d'une certaine pratique de la gestion de l'État que nous parlerons avons de ces propositions tout à l'heure. S'il vous plaît. Madame, Monsieur, à tout de suite. Célestin Bédzigui, un mot encore sur Elecam. Nous sommes à 5 mois quasiment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on a vraiment le temps en ce moment d'organiser cette élection-là de façon propre et professionnelle, si nous osons dire? C'est un défi considérable. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle seulement, mais lorsqu'on regarde sur what we call the big pictures, les députés sont en fin de mandat, les conseillers municipaux les conseillers sont en fin de mandat. Si nous supposons qu'une impasse sera faite sur les deux élections, considérons-les comme étant mineures. C'est vous qui supposez? Non, si nous supposons, je dis bien, si nous supposons, alors il ne resterait que l'élection présidentielle, et même dans ce cas-là, et surtout dans ce cas-là, s'agissant de l'importance de cette élection, 4 mois, 5 mois, c'est vraiment un temps serré. Hein. Il faudrait que le PERT, comme on dit, hein, en management, il faut que le PERT que Éric Essoussé mette en place, qu'il soit les bouchées doubles. Ouais, absolument, qu'il soit bien établi et qu'il soit respecté. Parce que autant on peut
s'autoriser de décaler les élections, la désignation des conseils municipaux ou bien des députés, autant en ce qui concerne la présidentielle, toute modification de la date toucherait les fondements de notre Constitution. Ça poserait vraiment ça poserait un véritable problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de si grave pour que le cocotier soit secoué d'une manière aussi tellurique? Vraiment, je continue à vous poser des questions, mais ELECAM a du travail devant lui et il faut qu'il s'y mette. Nous sommes à peu près donc 6 millions, un peu plus même déjà, d'électeurs déjà recensés par ELECAM. Vous dites la moyenne, on est dans les 9-10 millions. Qu'est-ce qui, en réalité, bloque, à votre avis? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive toujours pas à atteindre ce chiffre optimum-là? Oui, je crois qu'il y a comme une question qu'il faut se poser quant à la conscience de la citoyenneté, la manière dont les Camerounais vivent leur citoyenneté. Et ce qui veut dire... C'est le peuple qui n'est pas intéressé? Je ne dirais pas que le peuple n'est pas intéressé, mais il semblerait que des considérations relatives à l'exercice des lois, des droits citoyens, ne semblent pas entrer dans les priorités des Camerounais. Et on peut bien comprendre pourquoi, parce que quand on regarde, on essaie d'évaluer les conditions, l'état d'esprit des Camerounais à travers le prisme, un tant soit peu peut-être un peu déformant des conditions de vie des Camerounais, on comprend que aller faire sa carte d'identité ou aller s'inscrire sur la liste lecteur n'est pas dans les 2 ou 3 Ils disent, est-ce que c'est ça qu'on mange? Ils disent que est-ce que c'est ça qu'on mange, mais il y en a qui ils vous sortent des arguments du genre parce que pour s'inscrire il faut la carte d'identité. Absolument. Je n'ai pas d'argent pour faire la carte d'identité, ça fait à peu près c'est pas peut-être 5 000 ou 6 000 quelque chose. Vous, les hommes politiques, vous les avez habitués, non? Non, je pense que les hommes l'établissement de la carte d'identité nationale. Oui. Alors, était-ce une bonne attitude? Parce qu'il y a eu cette propension à un moment donné de dire aux gens que, écoutez, venez, on va vous donner l'argent pour aller établir votre carte d'identité. Et je crois que par rapport au passé, il y a comme un recul à la citoyenneté. Moi, je me souviens, lorsque nous étions plus jeunes, tout homme adulte, vraiment tenait absolument à mettre un point d'honneur à avoir et sa carte d'identité et son coupon d'impôt. Il y a quelques années, lorsque le ministre Ndioro a décidé de la suppression de l'impôt de capitation, c'est-à-dire le ticket d'impôt de chacun. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais Justin, pourquoi tu as fait ça? Parce que moi, je venais de vivre une situation assez curieuse dans mon village. Le recensement fiscal qui est effectué chaque année, il y a un de mes oncles qui avait déjà 85 ans, était presque grabataire, et nous avons voulu enlever son nom du rôle des impôts. Il nous a dit non, je ne suis pas mort, monsieur, je vais payer mes impôts, je dois rester sur la liste. Alors, vous voyez à quel point ces gens étaient conscients de leurs obligations et leurs droits citoyens par rapport à aujourd'hui où vous avez des citoyens qui atteignent même l'âge adulte mais qui n'ont jamais payé d'impôts et alors qui plus est, pas de carte d'identité. N'ont pas de carte d'identité. Alors lui demander d'aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est toute une affaire. Donc il y a tout un travail à faire. Pour la conscientisation des jeunes générations sur la nécessité pour elles. Certains ont dit qu'il faut rendre le vote obligatoire, comme dans certains pays. Pourquoi faut-il qu'un acte comme celui-là, qui doit permettre à un individu de se sentir ou de prendre part à la manifestation de la volonté d'un peuple, que cet acte-là soit formellement déclaré obligatoire. C'est quelque chose qui devrait venir de la réalisation que l'on a de ce qu'on est déjà un être adulte. Vous avez dit acte citoyen. C'est un acte citoyen. Et avoir sa carte d'identité, s'inscrire sur les cartes électorales et voter sont des actes citoyens. On ne peut pas dire qu'on est citoyen camerounais si on n'assume pas ces actes-là, si on ne les pose pas, d'autant plus que, quoi qu'on dit, une voix en cette matière, elle est déterminante parce que c'est par elle que sont choisis ceux-là qui ont la charge de guider la nation, ceux-là qui ont la charge de gérer les conditions de vie des populations. Nous allons reparler de l'ELECAM, mais cette fois-ci en images et en son. Nous allons du côté de nos machines avec Séverin Alegambele qui nous raconte un peu cette dernière journée passée à Elections Cameroun. Des va-et-vient incessants de véhicules au siège social d'Elections Cameroun. Des amis et personnels de l'ELECAM mobilisés pour exprimer des compliments ou des éloges aux promus. Éric Essoussé, le nouveau directeur général des élections, est bien connu dans la maison. Il y est en tant que directeur général adjoint des élections depuis 2008. Les accolades avec les membres du conseil électoral venus le féliciter renseignent fort bien sur la qualité des rapports avec les autres composants de l'ELECAM et surtout la dynamique à impulser
à l'organe. On peut perdre beaucoup de temps à interpréter ce qui se passe à Elekam. Il y a eu, au départ, une session extraordinaire du Conseil électoral en fin de semaine dernière. La résolution principale de ces assises a été suivie ce lundi de 2 décrets présidentiels nommant le directeur général et le directeur général adjoint des élections. Une succession de faits qui met en lumière l'urgence à retrouver la sérénité au sein de l'organe chargé de la supervision de la gestion de l'ensemble du processus électoral et référendaire. La nouvelle équipe à la tête de la Direction générale des élections est bien consciente des priorités de l'heure. Le principal défi, c'est de remobiliser le personnel, de le mettre en confiance, de le mettre au travail pour qu'il soit épanoui. C'est lui qui est le moteur de notre activité. Nous allons le faire. Selon l'article 9 du Code électoral, Elekam est placé sous l'autorité du Conseil électoral qui assure la régularité et l'impartialité des consultations populaires. Pour parvenir à cette fin, en cette année électorale, on compte s'appuyer sur la disponibilité de toute l'expertise en matière d'élection. Alors, Célestin Bédzigui, l'homme politique que j'ai sur le plateau, comment est-ce qu'il observe, appelons ça la scène politique aujourd'hui? À quelques mois de la présidentielle, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Il y a quelques candidatures déclarées, mais ça ne bouge pas. Il y a matière à inquiétude parce que à ce stade, on devrait déjà avoir un débat sur les programmes politiques. On devrait déjà identifier des figures politiques sérieuses qui aspirent à devenir président du Cameroun. Or, dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment assez préoccupant. En dehors de la figure du président Biya, malheureusement, en face, il n'y a aucun... Qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Qui n'a pas encore déclaré sa candidature, mais vous le savez très bien, les statuts de ce parti fixent... Candidat naturel du RDPC. Voilà, les statuts de ce parti stipulent que le président national du parti est le candidat national... Naturel. Et le candidat naturel du RDPC. Donc, on n'a plus à attendre qu'il déclare sa candidature. C'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, il est tout à fait inutile d'organiser des meetings où sont engloutis des millions de francs pour lui demander de se porter candidat, puisque statutairement, tant qu'il est président du RDPC, il est le candidat du RDPC. Et alors, lorsqu'on observe donc aujourd'hui le candidat du RDPC, on peut dire qu'il est naturellement désigné. D'autres candidats se présentent déjà aux électeurs ou à la population. Mais vous dites qu'il n'y a pas de débat de fond. Non, non seulement il n'y a pas de débat de fond, et même lorsqu'il faut formuler les motifs ou les arguments de leur candidature, on est un peu inquiet quant au profil ou quant au rapport à l'honnêteté intellectuelle ou à la volonté de changer les choses de ces personnes-là. Je parle ici, je prends par exemple le problème de l'honnêteté intellectuelle, parce que pour prendre les rênes d'un pays comme le Cameroun, il faut être habité par un minimum d'honnêteté intellectuelle. Dernièrement, j'observais un parti politique qui organisait un congrès. Il y en a 2 d'ailleurs. Le premier a organisé un congrès et je me disais, on va voir à la sortie ce que ça va proposer comme programme. Ni moi, et je pense, ni une grande partie de l'opinion, n'avons rien retenu. Au contraire, on a vu se développer une véritable mythologie. On dit, oui, tel parti ou tel leader a permis que le Cameroun gagne le procès de Bakassi. Alors, si vous permettez. Pour être clair, vous parlez du MRC. Si vous le dites. Alors, sur ce point précis, je me suis dit, mais attendons là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Bakassi, ce n'est pas un individu qui nous a permis de gagner le procès de Bakassi. L'affaire collective. Non, c'est d'abord une stratégie élaborée ou soutenue ou contrôlée par le président Biya. Mais ensuite, c'est une œuvre collective où il y avait 45 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied. Je vous donne, par exemple, il y a un détail qui est important. Lorsque vous êtes en justice, l'un des points déterminants du résultat auquel vous allez arriver, c'est la manière dont vous rédigez la plainte. Parce qu'il faut que la plainte soit rédigée dans des termes
absolument approprié. Là, ça vous met les pieds à l'étrier. Nous avons perdu le Northern Cameroon en 1961, tout simplement parce que, techniquement parlant, nous avons raté notre entrée dans la procédure. On a perdu ainsi 15% du territoire camerounais. Et cette fois-ci, nous avons pu gagner cela, nous avons pu gagner ce procès parce que des gens ont élaboré la bonne stratégie par rapport à l'option militaire qu'avait conçue le Nigeria, et la mise en forme de la plainte a été faite dans les termes qui convenaient, et nous sommes arrivés à ces résultats. Alors s'il faut que des gens se prévalent du travail qui a été fait, parlons donc du travail d'équipe. Nous parlons souvent de la tripartite, peut-être vous étiez avec nous à l'époque, vous étiez tout jeune journaliste, hein. Personne ne peut se prévaloir aujourd'hui d'être celui-là qui a fait la tripartite. Vous vous souvenez bien, c'est une œuvre collective. Et vous vous rappelez, hein, pendant 15 jours, nous nous sommes tous mis ensemble et nous avons sorti ce que nous avons sorti. Il en est de même de Bakassi. Et lorsqu'on voit un candidat majeur comme celui-là s'attribuer je pourrais dire, des attributs ou des ordres comme de cette nature, on s'interroge sur le sérieux d'une telle candidature. Et on peut étendre cette analyse-là aux autres candidats, c'est-à-dire une légèreté manifeste ou alors une absence de crédibilité absolument impressionnante, au point où vous avez dit tout à l'heure que j'étais un soutien déclaré au président Biya. Je le suis parce que lorsque, comme tous les Camerounais, la majorité des Camerounais tout au moins, j'ai observé les profils, les propositions, les discours, les actes des autres candidats politiques, des autres candidats à cette élection. Je n'ai vu aucun qui pouvait vraiment se substituer au président Biya comme président du Cameroun en ce moment, ici et maintenant. Programme et contexte maintenant. Nous sommes en année électorale, nous sommes dans une année qui a commencé avec, ou depuis même un peu avant, avec ce qu'on appelle la crise anglophone aujourd'hui. C'est un contexte qui va peser lourd dans la campagne et même l'élection de cette année. Nous devons considérer que c'est un problème très sérieux. Et j'ai parlé tout à l'heure de la tripartite. L'expérience que nous avons acquise à la tripartite, aujourd'hui, devait nous avoir servi pour régler ce qui, au départ, n'avait pas le caractère dramatique, voire tragique que nous vivons aujourd'hui, où il y a des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais, où il y a des Camerounais qui meurent par grappe. C'est un point auquel nous ne devrions jamais être arrivés. Et lorsque cette crise a commencé, j'ai saisi le président de la République, je lui ai envoyé une note, j'ai dit, Monsieur le Président, nous avons eu 2 graves crises sociopolitiques dans notre pays. La première grave crise sociopolitique, c'était avant les indépendances. L'option, je pourrais dire, qui a été adoptée par le pouvoir à l'époque avec la caution de la France, c'était une répression tout azimut. Nous y avons perdu 500 000 vies. Et il ne faudrait peut-être pas qu'on laisse cette voie-là s'entrouvrir. Et puis, nous avons vécu l'expérience de la tripartite où vous nous avez autorisé à engager un dialogue avec le Premier ministre Ayatou. Et au bout de 4 mois, 5 mois, nous avons pu rétablir le pays sur des bases saines et pacifiques. Voilà 2 cas qui devraient nous inspirer sur la voie que nous devons choisir. Nous avons fait notre travail, nous avons fait la proposition au chef de l'État. Malheureusement, il y a eu un véritable acte de provocation. Lorsque le 1er octobre de l'année dernière, je me situe en aval des marches qu'il y a eu à Bamenda, qui étaient des marches où il n'y avait pas, on ne tuait pas les gens, où on ne portait pas atteinte à la propriété ou aux signes de la République. Lorsqu'en le 1er octobre l'année dernière, il y a des gens qui ont ordonné à des populations, à des enfants non armés, d'aller prendre de force les locaux de l'État. Bah, écoutez, c'était un acte attentatoire à la sécurité de l'État. C'est-à-dire, vous dites aux populations, allez prendre tous les locaux de l'État, les symboles de l'État, les sous-préfectures, les préfectures et tout autre. Mais ces locaux de l'État sont placés sous la protection des forces de défense. Alors, c'est à partir de là où les forces de défense, exécutant leur mission de protection de la propriété de l'État, ont réagi. C'est à partir de là que la porte s'est ouverte et que, par ailleurs, après n'avoir pas réussi à prendre le contrôle des locaux d'État comme cela a été prévu, ces mêmes personnes ont envoyé
les mêmes jeunes gens, ainsi de suite, commençaient à brûler des écoles, à enlever des autorités administratives, à tirer sur les foules pour créer l'incertitude. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire pour l'État du Cameroun? C'est d'abord de préserver l'intégrité territoriale et la sécurité des hommes et puis d'assurer que les hommes sont en sécurité ainsi que les biens de ce pays. On ne peut pas aujourd'hui dire, et cela pose un grave problème, où on ne peut pas tenir, où on ne peut pas justifier le discours ambigu qui est tenu par certains leaders politiques, où on demande que les gens se réunissent absolument, qu'on pardonne à tout le monde, alors même qu'on voit qui a provoqué cette flambée de colère et qui aujourd'hui continue à poser des actes qui sont attentatoires à la paix civile. Et en cette année électorale, justement, si on rentrait en campagne là maintenant, quel est le discours qu'on devrait tenir dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, si c'est par rapport à la crise anglophone, non, je crois qu'il est important, en fin de compte, parce que quelle que soit la guerre, on finit par s'asseoir autour d'une table. Je crois qu'il faut engager une conversation sérieuse sur la crise anglophone, parce que la crise anglophone, elle a deux grands fondements. Il y a un premier fondement qui est d'ordre historique, il y a un autre fondement qui, lui, relève de ce que je peux appeler une perception. D'un point de vue historique, j'ai préparé ici quelque chose qui est très intéressant pour que les uns et les autres sachent ce qu'il en est exactement, quelles sont les racines historiques ou bien les racines factuelles qui ont créé le malentendu derrière lequel certains s'habitent aujourd'hui. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire, vous permettez. Oui, alors, tout cela commence avant les années 60. Il y a des petites détractations entre le gouvernement du président Ahidjo et les leaders du Cameroun occidental, comme on disait à l'époque. Mais de manière formelle, il y a une première rencontre qui a lieu le 15 juin 1960. Ahidjo débarque à Terry, à Tico, qui avait encore un aéroport à l'époque. L'aéroport existe. Oui, il est reçu par Foncha, et puis par Ngomjua, et par Mouna. Et ils disent, écoute, il faut qu'on commence à réfléchir sur la matérialisation de cette réunification des deux parties du Cameroun. Nous sommes le 15 juin. C'est les prémices de la réunification. Ils mettent en place un comité qui s'est réuni pour la première fois le 20 juin 1960. La deuxième étape, celle-là, elle se tient à Yaoundé, le 12 octobre 1960, et Foncha arrive, il est dans sa délégation, il est accompagné de Ngomjua et des Fiom. Et puis Ahidjo, lui, il est avec Assalé, Aruna Ndjoua qui était ministre, Kamga, Tobiko, ainsi de suite. La réunion durera 3 jours et c'est elle qui définira le cadre constitutionnel sur lequel cette fédération devrait prélude à la réunion de Fumban. Et voilà, c'est là qu'on arrête le principe que les deux États vont se rapprocher sur une base, vont s'associer sur une base fédérale. Et puis il y a la troisième étape, cette fois-là, c'est à Londres. Et là, c'est un point clé. Et c'est du 9 au 17 novembre 1960. Parce que Ndélé faisait le reproche à Foncha de ne travailler que sur l'option d'une fédération avec le Cameroun. Il a dit non, nous pouvons également explorer la possibilité d'être un État, une entité souveraine. Foncha lui dit, ok, allons donc poser le problème à nos colonisateurs, les Britanniques. Ils arrivent à Londres et la délégation camerounaise est composée de Foncha, d'Ndélé, de Mouna et de Ngomjua. Et il rencontre donc le secrétaire aux colonies, c'était un certain Ian MacLeod, et qui est accompagné du commissionnaire, c'est-à-dire l'espèce de gouverneur local britannique. Au bout de 2 jours de travaux, la réponse du gouvernement britannique a été émise par Ian MacLeod: The United Kingdom will never transfer sovereignty to Southern Cameroon. Vous dites que jamais nous n'accorderons une souveraineté nationale au Southern Cameroun, parce que le mandat que nous avons reçu de la Société des Nations et de l'ONU visait tout simplement à conduire cette entité
à l'indépendance, mais intégrée à l'intérieur d'un plus grand ensemble. Alors, après cela, il y aura donc la conférence tripartite de Buea qui va se tenir du 14 au 7 janvier 1961, Manton-Hôtel, et tout cela sera clôturé à la conférence de Fumban en février 1961. Il faut dire que les principes qui avaient été arrêtés à l'occasion, c'est-à-dire un État fédéral, ont été respectés. On a créé un État fédéral, il y avait 2 assemblées, il y avait deux gouvernements. Ensuite, il y a eu une évolution justifiée par les conditions économiques qui ont amené le président Ahidjo à demander qu'on parte de l'État fédéral pour revenir à l'État unitaire. Je vais insister sur cette fameuse déclaration qui a été faite, la réponse qui a été donnée à Londres, qui rend absolument nul et de nul effet toute prétention à une sécession, c'est-à-dire à la création d'une entité souveraine dans le Southern Cameroun. Il n'y a pas de base ni historique ni légale de la revendication sécessionniste en vue de la création d'un État, souverain au Cameroun. La seule chose qui peut être envisagée maintenant, si les gens estiment que le processus ayant accouché de l'État unitaire, parce que chaque génération hérite d'une situation, bien que les situations ne soient pas figées, il peut les faire évoluer. Mais pour les faire évoluer, cela doit se faire sur une base qui respecte à la fois les données historiques et les fondements juridiques. Et dans le cas d'espèce, si les gens veulent ou posent un problème au sud-ouest, dans le Southern Cameroun, nous sommes de ceux qui pensent qu'effectivement, on a peut-être parlé d'un problème de vivre ensemble, mais également il y a un problème de gouvernance. Alors, tous ces 2 problèmes peuvent être posés en des termes pacifiques et les solutions être recherchées sur un terrain tout aussi pacifique. L'histoire ainsi revisitée. Oui. Vous dites, l'avenir, ce serait quoi? L'avenir immédiat, je dis, nous sommes en campagne, enfin, quasiment en campagne électorale en ce moment. Quel est le discours qu'on tient? Le discours que l'on tient aujourd'hui, il est simple. On a choisi la formule jusque-là, on parlait du dialogue. Il faut que ce dialogue puisse enfin se tenir. Mais il est évident aussi que, avant que le dialogue ne soit engagé, ceux-là qui ont suscité le dérapage auquel nous assistons, que ceux-là soient appelés à se justifier devant la nation et à rendre compte. Moi, je me souviens toujours, j'étais jeune à l'époque. Il y avait des troubles ici au Cameroun. Je ne sais pas si vous étiez né, c'était avant l'indépendance, et jusqu'aux années 70. Et le système, le mécanisme qui était en place, c'était de dire les gens qui, après que le président Ahidjo ait accepté que les gens sortent de la brousse, comme on disait, et intègrent le gouvernement, ceux qui avaient refusé de sortir la brousse, ils étaient poursuivis et ils passaient en jugement. Et la sanction, s'il y en avait une, s'en suivait. Je dis, dans le contexte actuel, il y a 2 catégories de personnes qu'il faut voir. Ceux-là qui continuent à perpétrer des actes on peut dire, ce n'est même plus du banditisme, hein, c'est des actes criminels. Du terrorisme. Oui, des criminels. Ils doivent être passés par le traitement que la justice républicaine prévoit. Il ne sert strictement à rien de leur conférer un caractère prestigieux en les gardant sans qu'ils ne soient jugés. Moi, j'ai vu à l'époque, quel qu'était leur prestige à l'époque, les gens étaient jugés, ils avaient la possibilité de se défendre, etc. Et je crois qu'à côté de cela, on ouvre la porte, on ouvre un dialogue où on sait que les gens avec lesquels on dialogue sont des gens avec lesquels on ne pensait pas la même chose, mais avec lesquels il faut bâtir un consensus. Parce que lorsque vous avez vu libérer un certain nombre de personnes, dont Maître Congo, Agbon Congo, c'était une occasion, je l'ai pensé, de dire dès le lendemain, écoutez monsieur, venez donc que nous nous asseyons et on voit qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble comme consensus sur les différents points que vous avez évoqués. Et à la sortie, on aurait élaboré un package deal, comme celui que nous avons élaboré à la tripartite. Et certains actes qui sont survenus après auraient été comptés comme faisant partie de ce package deal. Je parle notamment des remaniements ministériels et autres, c'est-à-dire l'allocation de tel poste aux personnes originaires de telle région, de telle domaine. Ça ne devait pas faire partie d'un package deal. Maintenant, ces actes-là sont intervenus
en dehors d'un règlement global, je dis c'est une occasion. Mais ils sont quand même là. Mais non, ils sont là, on a les résultats. Je dis, si cette occasion-là devait être revisitée, je crois qu'il est urgent qu'elle soit revisitée, que nous nous asseyons et que toute solution pacifique qui sera envisagée le soit dans le cadre de ce package deal que nous élaborerons. Parce que lorsqu'on va à une réunion comme celle qui s'est passée l'autre jour, où le Premier ministre s'est retrouvé devant des gens qui non seulement refusent de visiter l'histoire du Cameroun, non seulement font preuve d'un véritable parti pris en demandant ou en mettant sur le même pied d'égalité des personnes qui posent des actes criminels avec ceux-là qui essaient plutôt de défendre la nation. Quand les gens mettent ces deux-là sur le même plateau, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Cette conférence-là, ce n'est pas à Bamenda que devait se tenir, qu'on nous en convoque une ici à Yaoundé, et on sera là pendant une semaine, 2 semaines avec toutes ces personnes. Chacun avancera ses arguments, des arguments de droit, des arguments historiques, et nous bâtirons un consensus. Ceux qui se tiendront en marge de ce consensus-là, eh bien, la République fera valoir son pouvoir. C'est aussi simple que ça. Je dis donc, dialogue, oui, urgent, oui, avec ceux qui acceptent de venir sur la table de négociation sans exclusif, sauf pour ceux qui ont posé des actes criminels ou dont les mains sont couvertes de sang, oui, et on définit un consensus, un package deal, et puis ce package deal est imposé ensuite à tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que l'élection présidentielle devra se dérouler. Et nous allons parler d'autres acteurs de cette scène politique aujourd'hui qui entrent, on va dire, en force à la faveur peut-être de l'élection présidentielle à venir. Il s'agit des chefs traditionnels. Vous en êtes un. Mais avant cela, suivons ces explications de Séverin Alégambélé. La mise à jour du fichier en cours au ministère de l'administration territoriale indique qu'au Cameroun, il y a 13 536 chefferies traditionnelles. Des entités qui ne sont ni des circonscriptions administratives, ni des collectivités territoriales décentralisées, mais des entités jouant le rôle de relais de l'administration centrale auprès des populations. Les chefs traditionnels, ces derniers mois, prennent position sur les sujets d'actualité qui animent la vie de la nation. Sur la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest par exemple, dans les différentes assemblées, les points de vue sont assez clairs. Nous, les chefs traditionnels du Nord-Ouest, on a renvoyé le ministre de l'administration territoriale pour dire au chef de l'État qu'on n'est pas pour les sécessionnistes, on n'est pas là. Nous veillons à ce que tout Camerounais puisse se sentir Camerounais partout. Au plan politique, au regard de l'évolution institutionnelle dans notre pays, les notabilités traditionnelles élues par leur père devront, le moment venu, siéger au sein des conseils régionaux. Il n'est donc pas surprenant de voir s'organiser des marches de soutien, d'entendre des appels venant du commandement traditionnel indiquant clairement le sens du choix. L'effet multiplicateur des opinions des chefs traditionnels n'est pas à négliger. Comme bien d'autres catégories sociales, le chef traditionnel a une voix qui compte. Alors, Célestin Bédzigui, homme politique, chef traditionnel, quelle est la mouche qui a bien piqué les chefs traditionnels pour qu'ils mettent ainsi les pieds dans le plat, de façon aussi bruyante, si j'ose dire? Je dois dire que quand on parle des chefs traditionnels, on ferait peut-être mieux de parler de certains chefs traditionnels qui agissent comme ils agissent pour des raisons qu'ils sont seuls à connaître. Parce qu'autant que je sache, et en tant que chef traditionnel, je pense qu'il est important que nous respections les droits citoyens de nos sujets ou bien de nos administrés. Les droits citoyens de nos administrés comportent un point important, c'est-à-dire leur liberté de choisir. Et je peux vous assurer d'une chose, aujourd'hui tous les Camerounais le constatent. Le président Biya est supporté par les partis politiques dans leur rôle, le RDPC et IALOPAL. Tout c'est sur la base, en ce qui concerne l'OPAL, sur la base de la conclusion que nous avons faite en observant les autres candidats. C'est-à-dire c'est la seule figure politique aujourd'hui qui justifie d'une expérience et d'une tempérance suffisante pour pouvoir faire avancer le pays et permettre au pays de sortir de l'état de la situation de crise actuelle. Le président Biya... Vous dites la même chose que les chefs traditionnels? Non, vous permettez. Je dis là ce que, ou les raisons
qui justifie le soutien du président Biya. Et là, les partis politiques sont dans leur rôle. Et nous autres, en tant que chefs traditionnels, lorsque nous nous exprimons, il faut bien qu'on fasse la part des choses. Parce qu'en sociologie, on fait la distinction entre le statut et le rôle. Nous avons un statut, et dans ce statut, notre mission est d'être des auxiliaires de l'administration, d'une part, et d'autre part, de nous assurer que les traditions de nos communautés sont respectées. Je crois que c'est déjà une fonction assez lourde. Maintenant, faire une irruption ainsi sur le terrain de l'exercice des droits civiques de nos administrés me semble quelque peu, je ne dirais pas, je dirais hasardeux. Parce qu'au fond, vous estimez que les chefs traditionnels ont été caporalisés? Je ne dirais pas qu'ils ont été caporalisés. Je pense qu'il faut qu'au nom du statut qui est le nôtre, c'est-à-dire qui nous destine à être des auxiliaires de l'administration, à veiller au respect des traditions de nos pays, il faudrait que nos convictions personnelles, nous les gardions pour nous et que nous laissions nos sujets, si vous permettez, nos sujets exprimer leur posture ou leur opinion sur le plan citoyen. Ils disent justement qu'ils parlent au nom des sujets. Mais justement, moi je trouve que cela ne devrait pas se dire ainsi parce que ce n'est pas le rôle d'un chef traditionnel de tenir ou de se substituer aux partis politiques. Les partis politiques sont là pour ça. Ils sont bien organisés, vous pouvez me croire. Un parti comme le RDPC, c'est bien organisé. Un parti comme le SIF, un parti comme le PAL est là pour ça. Lorsque moi, je vais sur le terrain et que je dois parler aux populations, je ne le fais jamais en faisant valoir ma qualité de chef traditionnel. Je suis pourtant chef traditionnel depuis une trentaine d'années. Je présente des propositions et je demande à ceux qui m'écoutent de me suivre sur la voie que j'ai choisie dans le cas d'espèce. Et à l'occasion de la prochaine élection, la voie que j'ai choisie, c'est de soutenir le président Biya aux raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je crois que ces raisons-là sont suffisantes et n'ont pas besoin d'un soutien qui ne semble pas être justifié de manière, je pourrais dire, factuelle. Vous récusez tout rôle politique aux chefs traditionnels. Est-ce qu'ils ne doivent pas se prononcer, on va dire, sur les grands sujets ou les grands problèmes de l'heure, par exemple? Absolument. Ils peuvent se prononcer sur les grands sujets de l'heure, mais sans que cela n'empiète sur les droits citoyens. Parce que nous sommes en République. Nous ne devons jamais oublier que nous sommes en République. Et ce mélange de genres-là peut nous faire sortir du cadre dans lequel nous devons évoluer. C'est-à-dire nous devons respecter nos sujets. Nous ne pouvons pas abuser déjà notre autorité, celle que nous exerçons sur nos sujets, disons sur nos administrés, est quelque chose qu'ils acceptent dans le cadre de ce qui relève de nos prérogatives, c'est-à-dire assister à l'administration et s'assurer que les traditions sont respectées. Mais maintenant, si en plus là, nous y ajoutons des obligations ou tout au moins des injonctions qui relèvent des partis politiques, je dis que c'est des invitations. Ce ne sont pas des invitations dans les termes où elles sont évoquées. Et d'ailleurs, je ne vois vraiment pas, je vous assure que je ne comprends pas pourquoi ces gens, enfin mes collègues le font. Je ne comprends pas. Mais est-ce qu'au Cameroun, depuis le temps que ça dure, finalement, la chefferie traditionnelle n'est-elle pas simplement une affaire politique? Non. Non, pas du tout. Non. Alors, je peux vous assurer que, je répète, non. La chefferie traditionnelle, elle a toujours été avec les politiques. Non, je ne pense pas. Je pense que la chefferie traditionnelle, quand on vit dans les communautés de base, on se rend compte de son utilité comme lien ou comme référence à la cohésion du groupe. Parce que une communauté, la mienne est de l'ordre d'à peu près 5000 âmes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de conflits qui quotidiennement la traversent. S'il faut que chacun de ces conflits soit porté devant les tribunaux, je vous assure que les tribunaux seraient tout à fait engorgés. C'est pour ça qu'à l'intérieur de chaque chefferie traditionnelle, nous avons ce qu'on appelle les tribunaux de conciliation. Et notre rôle est d'autant plus délicat et lourd que autant l'État a des moyens coercitifs pour imposer ses volontés, autant nous autres chefs traditionnels, nous n'avons que le respect et le prestige que nous confère le fait que nous sommes chefs traditionnels. Nous n'avons pas d'armes avec nous, nous n'avons pas d'argent non plus pour corrompre qui que ce soit. Pourtant, nous jouons un rôle essentiel. Vous avez vu des chefs traditionnels qui se mettent comme ça en travers du chemin
on va dire, du pouvoir. Monsieur, j'en suis l'exemple pendant des années. Pendant des années, j'étais chef traditionnel. Vous êtes rapidement revenu. Non, monsieur. Je ne suis pas revenu en tant que chef traditionnel, je suis venu en tant qu'homme politique, sur la base d'arguments politiques, et je les répète, ces arguments politiques. Lorsqu'on observe la scène politique à l'heure actuelle, et relativement à l'élection présidentielle, il n'y a aucune figure politique dont les capacités se rapprochent de celles du président Biya, qui, par son expérience et sa tempérance, je n'arrête pas de le dire, est le seul aujourd'hui qui peut régler le problème du Cameroun. C'est en cette qualité-là, et je l'ai clairement explicité, et je continue à le dire, et ça je le fais dans le cadre du PAL, le parti de l'Alliance libérale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du chef traditionnel. Non, il ne s'agit pas du chef traditionnel. Vous n'appelez pas les élites Bikoun à, on va dire, voter pour le président Paul Biya? Non, et quand j'appelle les populations de mon territoire à voter, je leur présente pourquoi je le fais. Je dis, regardez vous-même, voici les attributs que nous devons reconnaître au président Biya. Le premier de ces attributs, il faut l'évoquer, c'est en 35 ans de pouvoir, on dit que c'est beaucoup, mais en 35 ans de pouvoir, le président Biya aura préservé l'intégrité territoriale du Cameroun. Je vous signale qu'il est le deuxième président du Cameroun, mais sous le président Aïdjo, nous avons perdu 15% de notre territoire. Mais avec le président Biya, on n'a pas perdu 1 cm² de notre territoire national. Première chose. Deuxième chose, par rapport à la manière dont est gérée, disons, la cité, sa tempérance est telle qu'il finit toujours par apporter une solution. Les solutions pourront ne pas être parfaites, en tout état de cause, toute solution étant évolutive. Vous avez vu le président de Gaulle. Lorsqu'il s'était rendu en Algérie, devant les Algérois, c'est-à-dire les Français d'Algérie, il leur a dit « je vous ai compris ». Alors les gars avaient pensé que cela signifiait « l'Algérie demeurera française ». Mais quelques temps plus tard, 5 années plus tard, il a envoyé Louis Jox à Evian pour dire donner l'indépendance à ces gens-là. Il y a toujours dans l'histoire une évolution. Et je dis aujourd'hui, personne ne peut gouverner un pays sans qu'il y ait des problèmes. Il y a des problèmes que l'on peut reprocher au Cameroun actuel. Une certaine organisation de la gouvernance du pays, très fortement centralisée, fait que tout le monde impute tous ces problèmes-là au président Biya, ce qui est un tort, mais qui interpelle aussi sur la nécessité absolument d'un réajustement du mode de gouvernance, d'une décentralisation réelle. Parce que le malaise anglophone, en vérité, n'est qu'une indication de ce qu'on peut appeler un problème camerounais. Et ce problème camerounais, on a cru pouvoir y trouver on y a apporté une solution. La solution, c'est la formule « le vivre ensemble ». Moi, je pense que c'est une solution qui doit être complétée. Le vivre ensemble, la commission me sonne. Parce que c'est fait comme s'il y avait un problème, exclusivement au niveau de l'horizontalité, les relations entre les Camerounais. Mais je ne pense pas, vivant au Cameroun depuis ma naissance, je ne pense pas qu'il y ait un problème critique entre les Camerounais et telle origine. Non, pas au point où on atteint une situation de crise. Il faut résoudre le problème verticalement. Le problème de la verticalité. Il y a une problématique de la verticalité, de l'horizontalité, auquel la commission Moussongue essaie de trouver une réponse. Il y a un autre problème qui doit être intégré, c'est la verticalité. Et là, on fait appel à la décentralisation. Mais il faut que ce soit une décentralisation réelle. Une décentralisation réelle veut dire une rétrocession aux populations de leur capacité ou leur possibilité à désigner ceux qui gouvernent la proximité. Localement. Parce que si on met en place la décentralisation actuelle et qu'on ne laisse pas aux populations locales le choix, je prends la ville de Yaoundé, de désigner leur maire et qu'après le maire ait les ressources nécessaires pour résoudre le problème. Et qu'il rende compte à la population. Donc il faut que nous organisions pour que la décentralisation qui est tant évoquée devienne une décentralisation effective, c'est-à-dire un transfert réel des pouvoirs de choix, de désignation, d'élection des responsables locaux au niveau local. Troisième halte dans cette émission, le reste de l'actualité nationale de la semaine. Voici à ce sujet notre mouture et nos reporters. Le bilan de l'opération fait état, côté ami, d'un blessé, l'inspecteur du 2e grade Modo Namalandri, atteint à la cheville par une chevrotine, et côté ennemi, les 27 terroristes neutralisés, un terroriste recueilli, un autre terroriste blessé, actuellement pris en charge par la santé opérationnelle militaire. 5 fusils à pompe en service seulement dans les unités spécialisées ont été saisis
ainsi que 17 armes de guerre et 10 armes de chasse, avec plus de 2000 munitions, une trentaine de tenues militaires et 5 bérets qui appartenaient aux gendarmes et policiers froidement assassinés par ces mêmes terroristes à Bali, Bello et Batibo. Cette opération a également permis le retour de plusieurs dizaines de personnes qui avaient précédemment fui la localité du fait de la terreur et des exactions commises par les terroristes. C'est la nouvelle étoile qui scintillera désormais dans le ciel camerounais. Un avion du constructeur canadien Bombardier de type Q400. La nouvelle acquisition de la Camerco vient renforcer l'opérationnalité des vols intérieurs de la compagnie nationale. Le vol inaugural de l'appareil ce 29 mai a permis à plusieurs officiels d'apprécier le confort d'un appareil adapté au vol domestique. Le temps d'une brève escale à Douala et l'aéronef peut reprendre les airs pour rallier Yaoundé. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Nsimalen, le Bombardier Q400 libère ses premiers passagers. La tutelle est conquise. Nous sommes rassurés pour le reste de la communauté pour que les vols qui seront programmés se passent sous de très bons auspices. En tout cas, nous sommes très satisfaits des vols que nous venons d'effectuer. La cérémonie protocolaire de circonstance vient finir de rassurer une nombreuse assistance. Voici la décision du tribunal arbitral du sport qui rétablit le colonel Hamad Kalkaba Malboum dans son honneur. Le verdict, rendu le 25 mai 2018, annule les sanctions prises par le comité exécutif de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique, ACNOA. L'OTAS précise que le colonel Kalkaba n'a commis aucun méfait et demande par conséquent à l'ACNOA de se conformer à la résolution prise lors de son Assemblée générale extraordinaire du 3 novembre 2017, selon laquelle une nouvelle élection au poste de président, ouverte à tous les candidats, devra se dérouler conformément au statut de l'ACNOA. Retour sur ce plateau avec notre invité Célestin Bédzigui, président national du PAL, le parti de l'Alliance libérale du Cameroun, et en passant chef traditionnel, pour ce qui va constituer un peu la dernière ligne droite de notre entretien. Vraiment une ou deux questions, réponse très rapide. Célestin Bédzigui, que vous apporte le soutien que vous accordez, on va dire, à la candidature du président Biya? Oh, la satisfaction. La satisfaction de faire prévaloir ce que je crois être la bonne position pour le Cameroun. Vous voulez vraiment qu'on vous croit quand vous dites la satisfaction? Monsieur Ibrahim Chérif, je suis entré en politique il y a 25 ans. Et s'il avait fallu que mon maintien il soit justifié par l'obtention d'un certain nombre d'avantages, vous ne me verrez pas mener la vie modeste que je mène jusqu'aujourd'hui. Vous avez dit modeste? Oui, je dis bien modeste, et que je mène jusqu'aujourd'hui depuis ces 25 ans. Quand nous avons commencé cette aventure, les personnes avec lesquelles on l'a commencé, beaucoup se sont retrouvés membres du gouvernement, même un peu plus haut que ça. Nous autres, nous n'avons jamais rien obtenu, mais nous ne nous plaignons pas. Ça ne nous a pas empêché, chaque fois que cela a été nécessaire, que nous exprimions notre opinion et surtout notre différence. Il y avait quand même un peu les sacheries. Oh là là, vous parlez de ça, monsieur. Vous en êtes là, vous avez rien obtenu. Absolument rien du tout, parce que là, je finis par ça, hein, je suis un peu précis. Vous avez, avant d'aller au sacheries du Cameroun, hein, j'avais été directeur aux brasseries du Cameroun, c'est-à-dire la plus grande industrie du Cameroun, et où j'étais avec André Siaka, les deux seuls Camerounais et directeurs ayant accédé au rang de directeur. Et alors, vous imaginez, si vous parlez de jury, vraiment, vous ne devriez pas. Alors, juste d'un mot, pendant la campagne, vous battrez campagne pour le président Biya? On dit en bantou. Vous y allez jusqu'au bout? Attendez, on dit en bantou que si vous mangez l'igname en ayant honte, l'igname va s'effriter et vous ne l'aurez pas mangé. J'irai jusqu'au bout, je battrai campagne, mais il y a une précision. Nous soutenons la candidature du président Biya par des propositions. Une fois que le candidat Biya est élu, nous allons continuer à faire la politique pour faire valoir les propositions du parti de l'Alliance libérale devant les populations lors des élections locales, que sont les élections municipales, les élections législatives. Nous ne soutenons pas, nous ne fusionnons pas. Vous ne monnayez pas? Non.
Premièrement, nous ne monnayons pas notre soutien, nous ne fusionnons pas avec le RDPC, nous élargissons l'offre qui est faite au président Biya pour un mandat, une meilleure réussite à son prochain mandat, mais après cela, après que le candidat Biya a été réélu, nous allons nous relancer en politique pour permettre que la vision du PAL prévale. Et dans la vision du PAL, le point central sera la question économique. Célestin Bédzigui, président national donc, du PAL, le parti de l'Alliance libérale du Cameroun, chef traditionnel dans la Lequier. Vous étiez l'invité d'actualité de ce dimanche. Merci de votre participation. C'est moi qui vous remercie et vous permettez que je remercie les auditeurs, vos téléspectateurs. Très rapidement. S'il vous plaît, non, je suis en train de le faire, tout simplement pour l'attention qu'ils nous ont accordée. Nous espérons que la paix reviendra dans notre pays et que le soutien que nous accordons au président Biya, ou que nous appelons les Camerounais à accorder au président Biya, moi en tant que responsable de parti politique, ce soutien permettra que le Cameroun puisse aller de l'avant au cours des années à venir. Merci. Madame, Monsieur, Actualité Hebdo s'achève. Restez en compagnie des programmes de la CRTV. Bonsoir. À dimanche prochain. J'ai observé les profils, les propositions, les discours, les actes des autres candidats à cette élection. Je n'ai vu aucun qui pouvait vraiment se substituer au président Biya comme président du Cameroun en ce moment, ici et maintenant. Programme et contexte maintenant. Nous sommes en année électorale, nous sommes dans une année qui a commencé avec, ou depuis même un peu avant, avec ce qu'on appelle la crise anglophone aujourd'hui. C'est un contexte qui va peser lourd dans la campagne et même l'élection de cette année. Nous devons considérer que c'est un problème très sérieux. Et j'ai parlé tout à l'heure de la tripartite. L'expérience que nous avons acquise à la tripartite, aujourd'hui, devait nous avoir servi pour régler ce qui, au départ, n'avait pas le caractère dramatique, voire tragique que nous vivons aujourd'hui, où il y a des Camerounais qui tuent d'autres Camerounais, où il y a des Camerounais qui meurent par grappe. C'est un point auquel nous ne devrions jamais être arrivés. Et lorsque cette crise a commencé, j'ai saisi le président de la République, je lui ai envoyé une note, j'ai dit, Monsieur le Président, nous avons eu deux graves crises sociopolitiques dans notre pays. La première grave crise sociopolitique, c'était avant les indépendances. L'option, je pourrais dire, qui a été adoptée par le pouvoir à l'époque avec la caution de la France, c'était une répression tout azimut. Nous y avons perdu 500 000 vies. Et il ne faudrait peut-être pas qu'on laisse cette voie-là s'entrouvrir. Et puis, nous avons vécu l'expérience de la tripartite où vous nous avez autorisé à engager un dialogue avec le Premier ministre Ayatou. Et au bout de 4 mois, 5 mois, nous avons pu rétablir le pays sur des bases saines et pacifiques. Voilà deux cas qui devraient nous inspirer sur la voie que nous devons choisir. Nous avons fait notre travail, nous avons fait la proposition au chef de l'État. Malheureusement, il y a eu un véritable acte de provocation. Lorsque le 1er octobre de l'année dernière, je me situe en aval des marches qu'il y a eu à Bamenda, qui étaient des marches où il n'y avait pas, on ne tuait pas les gens, où on ne portait pas atteinte à la propriété ou aux signes de la République. Lorsqu'en le 1er octobre l'année dernière, il y a des gens qui ont ordonné à des populations, à des enfants non armés, d'aller prendre de force les locaux de l'État. Bah écoutez, c'était un acte attentatoire à la sécurité de l'État. C'est-à-dire, vous dites aux populations, allez prendre tous les logos de l'État, les symboles de l'État, les sous-préfectures, les préfectures et tout autre. Mais ces logos de l'État sont placés sous la protection des forces de défense. Alors, c'est à partir de là où les forces de défense, exécutant leur mission de protection de la propriété de l'État, ont réagi. C'est à partir de là que la porte s'est ouverte et que, par ailleurs, après n'avoir pas réussi à prendre le contrôle des locaux d'État comme cela a été prévu, ces mêmes personnes ont envoyé
les mêmes jeunes gens, ainsi de suite, commençaient à brûler des écoles, à enlever des autorités administratives, à tirer sur les foules pour créer l'incertitude. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire pour l'État du Cameroun? C'est d'abord de préserver l'intégrité territoriale et de la sécurité des hommes et puis des biens. D'assurer que les hommes sont en sécurité ainsi que les biens de ce pays. On ne peut pas aujourd'hui dire, et cela pose un grave problème, où on ne peut pas tenir, où on ne peut pas justifier le discours ambigu qui est tenu par certains leaders politiques, où on demande que les gens se réunissent absolument, qu'on pardonne à tout le monde, alors même qu'on voit qui a provoqué cette flambée de colère et qui aujourd'hui continue à poser des actes qui sont attentatoires à la paix civile. Et en cette année électorale, justement, si on rentrait en campagne là maintenant, quel est le discours qu'on devrait tenir dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Alors, si c'est par rapport à la crise anglophone, non, je crois qu'il est important, en fin de compte, parce que quelle que soit la guerre, on finit par s'asseoir autour d'une table. Je crois qu'il faut engager une conversation sérieuse sur la crise anglophone, parce que la crise anglophone, elle a deux grands fondements. Il y a un premier fondement qui est d'ordre historique. Il y a un autre fondement qui, lui, relève de ce que je peux appeler une perception. D'un point de vue historique, j'ai préparé ici quelque chose qui est très intéressant pour que les uns et les autres sachent ce qu'il en est exactement, quelles sont les racines historiques ou bien les racines factuelles qui ont créé le malentendu derrière lequel certains s'habitent aujourd'hui. Un peu d'histoire. Un peu d'histoire, vous permettez. Oui. Alors, comment tout cela commence avant les années 60. Il y a des petites détractations entre le gouvernement du président Ahidjo et les leaders du Cameroun occidental, comme on disait à l'époque. Mais de manière formelle, il y a une première rencontre qui a lieu le 15 juin 1960. Ahidjo débarque à Terry à Tiko, qui avait encore un aéroport à l'époque. L'aéroport existe. Oui, il est reçu par Foncha, et puis par Ngomjua, et par Mouna. Et ils disent, écoute, il faut qu'on commence à réfléchir sur la matérialisation de cette réunification des deux parties du Cameroun. Nous sommes le 15 juin. C'est les prémices de la réunification. Ils mettent en place un comité qui s'est réuni pour la première fois le 20 juin 1960. La deuxième étape, celle-là, elle se tient à Yaoundé, le 12 octobre 1960. Et Foncha arrive, il est dans sa délégation, il est accompagné de Ngomjua et de Fiom. Et puis Ahidjo, lui, il est avec Assalé, Aruna Njua qui était ministre, Kamga, Tobiko, ainsi de suite. La réunion durera 3 jours et c'est elle qui définira le cadre constitutionnel sur lequel cette fédération devrait à la réunion de Fumban. Et voilà, c'est là qu'on arrête le principe que les deux États vont se rapprocher sur une base, vont s'associer sur une base fédérale. Et puis il y a la troisième étape, cette fois-là, c'est à Londres. Et là, c'est un point clé. Et c'est du 9 au 17 novembre 1960. Parce que Ndele faisait le reproche à Foncha de ne travailler que sur l'option d'une fédération avec le Cameroun. Il a dit non, nous pouvons également explorer la possibilité d'être un État, une entité souveraine. Foncha lui dit, ok, allons donc poser le problème à nos colonisateurs, les Britanniques. Ils arrivent à Londres et la délégation camerounaise est composée de Foncha, d'Ndele, de Mouna et de Ngomjua. Et il rencontre donc le secrétaire aux colonies, c'était un certain Ian MacLeod, et qui est accompagné du commissionnaire, c'est-à-dire l'espèce de gouverneur local britannique. Au bout de 2 jours de travaux, la réponse du gouvernement britannique a été émise par Ian MacLeod: The United Kingdom will never transfer sovereignty to Southern Cameroon. Vous dites que jamais nous n'accorderons une souveraineté nationale au Southern Cameroun, parce que le mandat que nous avons reçu de la Société des Nations et de l'ONU visait tout simplement à conduire cette entité
à l'indépendance, mais intégrée à l'intérieur d'un plus grand ensemble. Alors, après cela, il y aura donc la conférence tripartite de Buea qui va se tenir du 14 au 7 janvier 1961, Manton-Hôtel, et tout cela sera clôturé à la conférence de Fumban en février 1961. Il faut dire que les principes qui avaient été arrêtés à l'occasion, c'est-à-dire un État fédéral, ont été respectés. On a créé un État fédéral, il y avait 2 assemblées, il y avait deux gouvernements. Ensuite, il y a eu une évolution justifiée par les conditions économiques qui ont amené le président Ahidjo à demander qu'on parte de l'État fédéral pour revenir à l'État unitaire. Je vais insister sur cette fameuse déclaration qui a été faite, qui a été donnée à Londres, qui rend absolument nul et de nul effet toute prétention à une sécession, c'est-à-dire à la création d'une entité souveraine dans le Southern Cameroun. Il n'y a pas de base ni historique ni légale de la revendication sécessionniste en vue de la création d'un État, d'un État souverain au Cameroun. La seule chose qui peut être envisagée maintenant, si les gens estiment que le processus ayant accouché de l'État unitaire, parce que chaque génération hérite d'une situation, bien que les situations ne soient pas figées, il peut les faire évoluer. Mais pour les faire évoluer, cela doit se faire sur une base qui respecte à la fois les données historiques et les fondements juridiques. Et dans le cas d'espèce, si les gens veulent ou posent un problème au sud-ouest, dans le Southern Cameroun, nous sommes de ceux qui pensent qu'effectivement, on a peut-être parlé d'un problème de vivre ensemble, mais également il y a un problème de gouvernance. Alors, tous ces 2 problèmes peuvent être posés en des termes pacifiques et les solutions être recherchées sur un terrain tout aussi pacifique. L'histoire ainsi revisitée. Oui. Vous dites, l'avenir, ce serait quoi? L'avenir immédiat, je dis, nous sommes en campagne, enfin, quasiment en campagne électorale en ce moment. Quel est le discours qu'on tient? Le discours que l'on tient aujourd'hui, il est simple. On a choisi la formule jusque-là, on parlait du dialogue. Il faut que ce dialogue puisse enfin se tenir. Mais il est évident aussi que, avant que le dialogue ne soit engagé, ceux-là qui ont suscité le dérapage auquel nous assistons, que cela soit appelé à se justifier devant la nation et à rendre compte. Moi, je me souviens toujours, j'étais jeune à l'époque. Il y avait des troubles ici au Cameroun. Je ne sais pas si vous étiez né, c'était avant l'indépendance, et jusqu'aux années 70. Et le système, le mécanisme qui était en place, c'était de dire les gens qui, après que le président Ahidjo ait accepté que les gens sortent de la brousse, comme on disait, et intègrent le gouvernement, ceux qui avaient refusé de sortir de la brousse, ils étaient poursuivis et ils passaient en jugement. Et la sanction, s'il y en avait une, s'en suivait. Je dis, dans le contexte actuel, il y a 2 catégories de personnes qu'il faut voir. Ceux-là qui continuent à perpétrer des actes on peut dire, ce n'est même plus du banditisme, hein, c'est des actes criminels. Du terrorisme. Oui, du criminel. Ils doivent être passés par le traitement que la justice républicaine prévoit. Il ne sert strictement à rien de leur conférer un caractère prestigieux en les gardant sans qu'ils ne soient jugés. Moi, j'ai vu à l'époque, quel qu'était leur prestige à l'époque, les gens étaient jugés, ils avaient la possibilité de se défendre, etc. Et je crois qu'à côté de cela, on ouvre la porte, on ouvre un dialogue où on sait que les gens avec lesquels on dialogue sont des gens avec lesquels on ne pensait pas la même chose, mais avec lesquels il faut bâtir un consensus. Parce que lorsque vous avez vu libérer un certain nombre de personnes, dont Maître Congo, Agbon Congo, c'était une occasion, je l'ai pensé, de dire dès le lendemain, écoutez monsieur, venez donc que nous nous asseyons et on voit qu'est-ce qu'on peut bâtir ensemble comme consensus sur les différents points que vous avez évoqués. Et à la sortie, on aurait élaboré un package deal, comme celui que nous avons élaboré à la tripartite. Et certains actes qui sont survenus après auraient été comptés comme faisant partie de ce package deal. Je parle notamment des remaniements ministériels et autres, c'est-à-dire l'allocation de tel poste aux personnes originaires de telle région de terre. Ça ne devait pas faire partie d'un package deal. Maintenant, ces actes-là sont intervenus
en dehors d'un règlement global, je dis c'est une occasion. Mais ils sont quand même là. Mais non, ils sont là, on a les résultats. Je dis, si cette occasion-là devait être revisitée, je crois qu'il est urgent qu'elle soit revisitée, que nous nous asseyons et que toute solution pacifique qui sera envisagée le soit dans le cadre de ce package deal que nous élaborerons. Parce que lorsqu'on va à une réunion comme celle qui s'est passée l'autre jour, où le Premier ministre s'est retrouvé devant des gens qui non seulement refusent de visiter l'histoire du Cameroun, non seulement font preuve d'un véritable parti pris en demandant ou en mettant sur le même pied d'égalité des personnes qui posent des actes criminels avec ceux-là qui essaient plutôt de défendre la nation. Quand les gens mettent ces deux-là sur le même plateau, je dis il y a quelque chose qui ne va pas. Cette conférence-là, ce n'est pas à Bamenda qu'elle devait se tenir, qu'on nous en convoque une ici à Yaoundé, et on sera là pendant une semaine, 2 semaines, avec toutes ces personnes, chacun avancera ses arguments, des arguments de droit, des arguments historiques, et nous bâtirons un consensus. Ceux qui se tiendront en marge de ce consensus-là, eh bien, la République fera valoir son pouvoir. C'est aussi simple que ça. Je dis donc, dialogue, oui, urgent, oui, avec ceux qui acceptent de venir sur la table de négociation sans exclusif, sauf pour ceux qui ont posé des actes criminels ou dont les mains sont couvertes de sang, oui, et on définit un consensus, un package deal, et puis ce package deal est imposé ensuite à tout le monde. Et c'est dans ce cadre-là que l'élection présidentielle, et je ne m'en suis pas toujours prévalu. Même quand vous étiez aux États-Unis, ah oui, absolument. Vous continuez à régner sur le peuple. Parce que la loi de 1977 fixant le régime de la chefferie traditionnelle autorise les chefs à avoir des représentants. J'ai été aux États-Unis pendant une dizaine d'années. Donc il y a eu une régence. Ah, il y a eu une régence qui était assurée. Et d'ailleurs, je peux vous dire que presque quotidiennement, j'étais dans ma chefferie parce que je parlais avec mon grand frère tous les jours. Et puis vous êtes désormais, donc, je le disais tout à l'heure, soutien du chef de l'État pour la prochaine élection présidentielle. Restez donc avec nous et tout au long de cette émission. Actualité hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève. Du mouvement à Elekam, un nouveau directeur général et un directeur général adjoint chargé des élections nommé cette semaine par le chef de l'État. Nous sommes à 5 mois de l'élection présidentielle. Quand les chefs traditionnels s'invitent dans le débat politique entre soutien au président et prise de position sur les grandes questions de l'heure, il faut désormais compter avec l'opinion des gardiens de la tradition. Nous en parlerons également tout à l'heure. Et puis, Issa Chiroma, explication sur les terroristes tués à Santal, nouvel aéronef de Camerco et Kalkaba blanchi par le tribunal arbitral du sport, entre autres sujets que nous diffuserons dans la mouture de l'actualité qui vous sera proposée tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité à l'actualité hebdo. La suite de l'émission, c'est dans un tout petit instant. Notre invité, Célestin Bédzigui, président national du PAL, le parti de l'Alliance libérale, soutien au président Paul Biya. Absolument, absolument. C'est un soutien tout à fait justifié au regard des propositions ou alors d'une certaine pratique de la gestion de l'État que nous parlerons de ces propositions tout à l'heure. S'il vous plaît. Madame, Monsieur, à tout de suite. Célestin Bédzigui, un mot encore sur Elekam. Nous sommes à 5 mois quasiment de l'élection présidentielle. Est-ce qu'on a vraiment le temps en ce moment d'organiser cette élection-là de façon propre et professionnelle, si nous osons dire? C'est un défi considérable. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous parlons de l'élection présidentielle seulement, mais lorsqu'on regarde sur what we call the big pictures, les députés sont en fin de mandat, les conseillers municipaux les conseillers sont en fin de mandat. Si nous supposons qu'une impasse sera faite sur les 2 élections, considérons-les comme étant mineures. C'est vous qui supposez? Non, si nous supposons, je dis bien, si nous supposons, alors il ne resterait que l'élection présidentielle, et même dans ce cas-là, et surtout dans ce cas-là, s'agissant de l'importance de cette élection, 4 mois, 5 mois, c'est vraiment un temps serré. Il faudrait que le PERT, comme on dit, en management, il faut que le PERT que Éric Soussé mettra en place, qu'il soit les bouchées doubles. Ouais, absolument, qu'il soit bien établi et qu'il soit respecté. Parce que autant on peut
s'autoriser de décaler les élections, la désignation des conseils municipaux ou bien des députés, autant en ce qui concerne la présidentielle, toute modification de la date toucherait les fondements de notre Constitution. Ça poserait vraiment un véritable problème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé d'aussi grave pour que le cocotier soit secoué d'une manière aussi tellurique? Vraiment, je continue à vous poser des questions, mais Elekam a du travail devant lui et il faut qu'il s'y mette. Nous sommes à peu près donc 6 millions, un peu plus même déjà, d'électeurs déjà recensés par Elekam. Vous dites la moyenne, on est dans les 9-10 millions. Qu'est-ce qui, en réalité, bloque, à votre avis? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on n'arrive toujours pas à atteindre ce chiffre optimum-là? Oui, je crois qu'il y a comme une question qu'il faut se poser quant à la conscience de la citoyenneté, la manière dont les Camerounais vivent leur citoyenneté. Et ce qui veut dire... C'est le peuple qui n'est pas intéressé? Je ne dirais pas que le peuple n'est pas intéressé, mais il semblerait que des considérations relatives à l'exercice des droits citoyens ne semblent pas entrer dans les priorités des Camerounais. Et on peut bien comprendre pourquoi, parce que quand on regarde, on essaie d'évaluer les conditions, l'état d'esprit des Camerounais à travers le prisme un temps soit peut-être un peu déformant des conditions de vie des Camerounais, on comprend que aller faire sa carte d'identité ou aller s'inscrire sur la liste lecteur n'est pas dans les 2 ou 3 priorités. Ils disent, est-ce que c'est ça qu'on mange? Ils disent est-ce que c'est ça qu'on mange, mais il y en a qui ils vous sortent des arguments du genre parce que pour s'inscrire il faut la carte d'identité. Absolument. Je n'ai pas l'argent pour faire la carte d'identité, ça fait à peu près c'est pas peut-être 5 000 ou 6 000 quelque chose. Vous, les hommes politiques, vous les avez habitués, non? Non, je pense que l'établissement de la carte d'identité nationale. Oui. Alors, était-ce une bonne attitude? Parce qu'il y a eu cette propension à un moment donné de dire aux gens que, écoutez, venez, on va vous donner l'argent pour aller établir votre carte d'identité. Et je crois que par rapport au passé, il y a comme un recul à la citoyenneté. Moi, je me souviens, lorsque nous étions plus jeunes, tout homme adulte, vraiment tenait absolument à mettre un point d'honneur à avoir et sa carte d'identité et son coupon d'impôt. Il y a quelques années, lorsque le ministre Ndioro a décidé de la suppression de l'impôt de capitation, c'est-à-dire le ticket d'impôt chaque année. Je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais Justin, pourquoi tu as fait ça? Parce que moi, je venais de vivre une situation assez curieuse dans mon village. Le recensement fiscal qui est effectué chaque année, il y a un de mes oncles qui avait déjà 85 ans, était presque grabataire, et nous avons voulu enlever son nom du rôle des impôts. Il nous a dit non, je ne suis pas mort, monsieur, je vais payer mes impôts, je dois rester sur la liste. Alors, vous voyez à quel point ces gens étaient conscients de leurs obligations et leurs droits citoyens par rapport à aujourd'hui où vous avez des citoyens qui atteignent même l'âge adulte mais qui n'ont jamais payé d'impôts et alors qui plus est, pas de carte d'identité. N'ont pas de carte d'identité. Alors lui demander d'aller s'inscrire sur la liste électorale, c'est toute une affaire. Donc il y a tout un travail à faire. Un travail à faire pour la conscientisation des jeunes générations sur la nécessité pour elles. Certains ont dit qu'il faut rendre le vote obligatoire, comme dans certains pays. Pourquoi faut-il qu'un acte comme celui-là, qui doit permettre à un individu de se sentir ou de prendre part à la manifestation de la volonté d'un peuple, que cet acte-là soit formellement déclaré obligatoire. C'est quelque chose qui devrait venir de la réalisation que l'on a de ce qu'on est déjà un être adulte. Vous avez dit acte citoyen. C'est un acte citoyen. Avoir sa carte d'identité, s'inscrire sur les cartes électorales et voter sont des actes citoyens. On ne peut pas dire qu'on est citoyen camerounais si on n'assume pas ces actes-là, si on ne les pose pas, d'autant plus que quoi qu'on dit, une voix en cette matière, elle est déterminante parce que c'est par elle que sont choisis ceux-là qui ont la charge de guider. Bonsoir. À 5 mois de l'élection présidentielle, les choses changent à Elekam. L'organe en charge de l'organisation et de la supervision des élections au Cameroun a, depuis mardi dernier, changé de directeur général des élections.
Éric Soussé a pris la place d'Abdoulaye Babalé, accusé par le Conseil électoral d'avoir commis une faute lourde dans l'exercice de ses fonctions. Autant ça bouge à Elections Cameroun, autant on sent que le landerneau politique s'est lui aussi mis en mode élection présidentielle. On le voit dans les partis politiques, certains ont déjà désigné leurs candidats alors qu'au sein du parti majoritaire, le RDPC, les appels du pied des militants sont désormais quotidiens qui invitent Paul Biya à rempiler pour un autre septennat. Et au-delà du RDPC, les chefs traditionnels, eux aussi, sont rentrés dans la danse. Ce soir, décryptage de tout ce remue-ménage politique avec notre invité, lui-même soutien déclaré de la candidature du président Paul Biya, Célestin Bédzigui. Bonsoir. Bonsoir mon cher Ibrahim Chérif. Est-ce que vous avez été surpris par le changement de directeur général en charge des élections à Elections Cameroun? Oui, je vous avouerai tout de même que je ne m'y attendais pas. Parce que M. Babalé, jusque-là, a traîné une réputation d'expertise avérée. Et que cela soit arrivé de cette manière a surpris. Je ne pense pas que je sois le seul à être surpris, d'autant plus que c'est la première fois qu'on voit un conseil électoral, c'est équivalent à un conseil d'administration, désavouer ainsi un dirigeant. Il faut se demander d'où est venue cette énergie pour le faire. Bon, maintenant, il y a en place quelqu'un dont la technicité, ou tout au moins la connaissance du processus électoral, ne peut pas être mise en doute, sauf que pour certains observateurs ou certains qui ont une certaine mémoire, on se souvient tout de même qu'on l'a vu à l'œuvre, on l'a vu officier au MINAT, il a été sous-directeur des affaires politiques pendant quelques temps. Des libertés publiques. Non, sous-directeur des libertés publiques, il était chargé de la censure, et il a fait, moi je me souviens à l'époque... C'est tout ce qu'on retient de M. Soussé? Non, parce que je me souviens à l'époque, j'avais mon filleul, je peux le dire, Pius Ndiawe, avec qui il avait un problème chaque semaine, parce que c'était lui qui était chargé de visiter les charger la censure, et je peux vous dire qu'il le faisait de manière plutôt zélée. Il y a cet aspect, il y a aussi le deuxième aspect quand même, qui peut en troubler plus un, dont je dis toute technicité lui étant reconnue. Il y a aussi le fait que Eric est tout de même le vice-président d'une sous-section du RDPC. Et à cette fonction, tout le monde serait à l'aise de voir officier une personne qui n'a pas d'attache politique. Mais en général, quand on entre à l'ECAM, on démissionne du parti. Bon, maintenant, pensons qu'il l'aura fait. J'insiste sur le fait que c'est un grand technicien, c'est un esprit bien formé. Nous espérions tout simplement qu'il n'y aura pas, que son appartenance politique ne va pas déteindre sur ses performances. Alors, les conflits, on va dire fréquents, entre la direction générale des élections et le conseil électoral, du point de vue de l'homme politique que vous êtes, vous percevez ces conflits-là comment? C'est simplement des questions liées, on va dire, à la gestion du quotidien, ou alors il y a des problèmes de fond? Je pense qu'il y aurait un problème dans le choix même de ceux qui sont retenus pour faire partie de ces deux instances. Et que la politisation n'est pas très éloignée comme étant l'une des causes de ces conflits permanents. Il est entendu que pour écarter ou pour éliminer quelqu'un avec lequel on ne s'entend pas, l'accusation d'une allégeance politique positive ou bien alors d'une manœuvre ou de pratique de manœuvre politique négative est la chose la plus facile. Parce que je ne crois pas que la simple gestion courante ait pu être au-dessus des capacités de M. Babalé. On constate malheureusement qu'il y a eu comme une espèce d'unanimité du Conseil électoral pour demander son départ. Et c'est tout à fait regrettable. Et je reviens dessus, même peut-être je ne l'ai pas évoqué de manière explicite tout à l'heure, il faudrait que cet organisme revête de manière tout à fait insoupçonnable sa neutralité politique à travers le profil indépendant des personnes qui devraient le composer. Avec l'ECAM, depuis, on va dire, 2006, date de la création, et puis après, on a quand même cheminé pendant quelques années. La présidentielle 2011, c'est l'ECAM, et puis la suite.
Est-ce qu'on a avancé? Oui, on a avancé. Dans notre processus on a avancé parce qu'on vient de loin. On vient de loin parce qu'à l'époque, tout était entre les mains des sous-préfets. Et je ne peux pas vous dire, tout le monde le sait, je ne peux pas vous dire tout ce que ces gens organisaient comme mal donne. On a vraiment avancé. Le fait que l'on ait dessaisi l'administration territoriale de la gestion des élections est un pas significatif. Et même au niveau du processus des inscriptions, le fait qu'il y ait une plus grande possibilité offerte à tout un chacun de s'inscrire est un progrès significatif. Nous sommes à plus que 6 millions désormais. Oui, nous ne sommes plus qu'à 6 millions, mais disons qu'il manque encore au compteur, de mon point de vue, à peu près la moitié. Nous devrions avoir aujourd'hui 9 millions d'électeurs au Cameroun, parce que nous sommes à peu près 20 millions d'habitants, sur lesquels on doit pouvoir dénombrer à peu près 10 millions d'adultes, tout au moins de personnes ayant plus de 19 ans. À l'âge de voter. À l'âge de voter. Donc nous sommes encore en dessous du seuil qui serait le seuil optimal. Mais il faut dire que ce qui s'est passé au cours des dernières années est illustratif d'un progrès et je crois que le mérite en revient à ceux-là qui en donnent les orientations. Célestin Bédzigui, président national du PAL, le parti de l'Alliance libérale. Vous êtes également chef traditionnel dans la Lequier, on devrait dire Majesté, Célestin Bédzigui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est un titre que je préfère par rapport à tous les autres titres parce que lui, on me l'enlèvera pas demain. Et non seulement c'est à vie, mais c'est tout de même 30 ans. Hein. 30 ans, je suis chef traditionnel depuis 30 ans. Et la nation, c'est là qui a la charge de gérer les conditions de vie des populations. Nous allons reparler de l'ECAM, mais cette fois-ci en images et en son. Nous allons du côté de nos machines avec Séverin Alegambele qui nous raconte un peu cette dernière journée passée à Elections Cameroun. Des va-et-vient incessants de véhicules au siège social d'Elections Cameroun. Des amis et personnels de l'ECAM mobilisés pour exprimer des compliments ou des éloges aux promus. Éric Essoussé, le nouveau directeur général des élections, est bien connu dans la maison. Il y est en tant que directeur général adjoint des élections depuis 2008. Les accolades avec les membres du conseil électoral venus le féliciter renseignent fort bien sur la qualité des rapports avec les autres composants de l'ECAM et surtout la dynamique à impulser à l'organe. On peut perdre beaucoup de temps à interpréter ce qui se passe à l'ECAM. Il y a eu au départ une session extraordinaire du conseil électoral en fin de semaine dernière. La résolution principale de ces assises a été suivie ce lundi de 2 décrets présidentiels nommant le directeur général et le directeur général adjoint des élections. Une succession de faits qui met en lumière l'urgence à retrouver la sérénité au sein de l'organe chargé de la supervision de la gestion de l'ensemble du processus électoral et référendaire. La nouvelle équipe à la tête de la Direction générale des élections est bien consciente des priorités de l'heure. Le principal défi, c'est de remobiliser le personnel, de le mettre en confiance, de le mettre au travail pour qu'il soit épanoui. C'est lui qui est le moteur de notre activité. Nous allons le faire. Selon l'article 9 du Code électoral, l'ECAM est placé sous l'autorité du Conseil électoral qui assure la régularité et l'impartialité des consultations populaires. Pour parvenir à cette fin, en cette année électorale, on compte s'appuyer sur la disponibilité de toute l'expertise en matière d'élection. Alors, Célestin Bédzigui, l'homme politique que j'ai sur le plateau, comment est-ce qu'il observe, appelons ça la scène politique aujourd'hui? À quelques mois de la présidentielle, on a l'impression que ça ne bouge pas beaucoup. Il y a quelques candidatures déclarées, mais ça ne bouge pas. Il y a matière à inquiétude parce qu'à ce stade, on devrait déjà avoir un débat sur les programmes politiques. On devrait déjà identifier des figures politiques sérieuses qui aspirent à devenir président du Cameroun. Or, dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment assez préoccupant. En dehors de la figure du président Biya, malheureusement, en face, il n'y a aucun... Qui n'a pas encore déclaré sa candidature. Qui n'a pas encore déclaré sa candidature, mais vous le savez très bien, les statuts de ce parti fixent, stipulent que, voilà, les statuts de ce parti stipulent que le président national du parti est le candidat national naturel, et le candidat naturel du RDPC. Donc on n'a
plus à attendre qu'il déclare sa candidature. C'est la raison pour laquelle, de mon point de vue, il est tout à fait inutile d'organiser des meetings où sont engloutis des millions de francs pour lui demander de se porter candidat, puisque statutairement, tant qu'il est président du RDPC, il est le candidat du RDPC. Et alors, lorsqu'on observe donc aujourd'hui le candidat du RDPC, on peut dire qu'il est naturellement désigné, d'autres candidats se présentent déjà aux électeurs ou à la population. Mais vous dites qu'il n'y a pas de débat de fond. Non seulement il n'y a pas de débat de fond, et même lorsqu'il faut formuler les motifs ou les arguments de leur candidature, on est un peu inquiet quant au profil ou quant au rapport à l'honnêteté intellectuelle ou à la volonté de changer les choses de ces personnes-là. Je parle ici, je prends par exemple le problème de l'honnêteté intellectuelle, parce que pour prendre les rênes d'un pays comme le Cameroun, il faut être habité par un minimum d'honnêteté intellectuelle. Dernièrement, j'observais un parti politique qui organisait un congrès. Il y en a deux d'ailleurs. Le premier a organisé un congrès et je me disais, on va voir la sortie, ce que ça va proposer comme programme. Ni moi, et je pense, ni une grande partie de l'opinion n'avons rien retenu. Au contraire, on a vu se développer une véritable mythologie. On dit, oui, tel parti ou tel leader a permis que le Cameroun gagne le procès de Bakassi. Alors, si vous permettez. Pour être clair, vous parlez du MRC. Si vous le dites. Alors, sur ce point précis, je me suis dit, mais attendons là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que Bakassi, ce n'est pas un individu qui nous a permis de gagner le procès de Bakassi. Non, c'est d'abord une stratégie élaborée ou soutenue ou contrôlée par le président Biya. Mais ensuite, c'est une œuvre collective. Il y avait 45 personnes qui ont travaillé d'arrache-pied. Je vous donne, par exemple, il y a un détail qui est important. Lorsque vous êtes en justice, l'un des points déterminants du résultat auquel vous allez arriver, c'est la manière dont vous rédigez la plainte. Parce qu'il faut que la plainte soit rédigée dans des termes absolument appropriés. Là, ça vous met les pieds à l'étrier. Nous avons perdu le Northern Cameroun en 1961, tout simplement parce que, techniquement parlant, nous avons raté notre entrée dans la procédure. On a perdu ainsi 15% du territoire camerounais. Et cette fois-ci, nous avons pu gagner cela, nous avons pu gagner ce procès parce que des gens ont élaboré la bonne stratégie par rapport à l'option militaire qu'avait conçue le Nigeria, et la mise en forme de la plainte a été faite dans les termes qui convenaient, et nous sommes arrivés à ces résultats. Alors, s'il faut que des gens se prévalent du travail qui a été fait, parlons donc du travail d'équipe. Nous parlons souvent de la tripartite, peut-être. Vous étiez avec nous à l'époque, vous étiez tout jeune journaliste. Personne ne peut se prévaloir aujourd'hui d'être celui-là qui a fait la tripartite. Vous vous souvenez bien, c'est une œuvre collective. Et vous vous rappelez, pendant 15 jours, nous nous sommes tous mis ensemble et nous avons sorti ce que nous avons sorti. Il en est de même de Bakassi. Et lorsqu'on voit un candidat majeur comme celui-là s'attribuer je pourrais dire, des attributs ou des ordres comme des candidatures, on s'interroge sur le sérieux d'une telle candidature. Et on peut étendre cette analyse-là aux autres candidats, c'est-à-dire une légèreté manifeste ou alors une absence de crédibilité absolument impressionnante, au point où vous avez dit tout à l'heure que j'étais un soutien déclaré au président Biya. Je le suis parce que lorsque, comme tous les Camerounais, la majorité des Camerounais toujours